Parfait. Donc, une rapide présentation, mais je sais qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui me connaissent. Donc, moi, je sévis dans le monde de l'AS400 depuis 1990, donc j'ai l'habitude de dire que moi, je peux parler d'AS400. Hein, si des fois je dis pas IBMI, vous pouvez pas m'en vouloir. J'ai fait plusieurs milliers de journées de formation au nom d'IBM. Et je connais assez bien le monde de la sécurité IBMI. J'ai conduit l'audit de sécurité de plus de 350 partitions à travers le monde entier, donc je connais à peu près bien la sécurité de ces environnements. Et bien sûr, le côté remédiation, c'est bien beau de faire un audit, mais il faut être capable de corriger derrière. Voilà. Je suis auteur de plusieurs livres que vous avez bien sûr dans vos bibliothèques. Alors j'ai l'habitude de dire que je suis prix Nobel IBMI. Un prix Nobel, c'est la plus haute distinction qu'on peut avoir. Et quand on fait de l'IBMI, eh bien la plus haute distinction, c'est d'être reconnu IBM champion. Donc je le suis depuis un certain nombre d'années. Voilà, et ça me donne le droit de porter cette belle veste bleue. Et je sais que vous me la jalousez. Bien, donc les présentations étant faites, je vois que on est quand même bien nombreux, donc je pense que la plupart des participants ont pu rentrer. Un mot sur la société I Get It. Alors, I Get It, c'est de l'humour, c'est pas de la mégalomanie, mais le I de l'IBMI, puis I Get It qui peut se traduire par je comprends quand on fait beaucoup de formations, ça a du sens. Donc I Get It a été créé dans l'idée de travailler sur l'expertise IBMI et dans mes domaines de compétences, tout ce qui concerne notamment la modernisation avec l'IA. Vous savez qu'il y a Bob qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc on est très investi à la fois dans la partie Bob pour les développeurs et pour apporter les données de l'IBMI aux agents IA qui permettent aux métiers de pouvoir faire de l'intelligence artificielle avec les données de l'IBMI et bien sûr en toute sécurité, parce que vous avez bien compris que la sécurité, c'était quand même un de mes dadas. Donc on est éditeur de 2 logiciels autour de la sécurité IBMI, Addict, donc j'en ai parlé il y a une dizaine de jours pour le SSO avec l'AD, et Strict pour la sécurité et la traçabilité, dont on va parler aujourd'hui. Et on est très fiers d'avoir été retenu dans les projets France 2030. À côté de nous, il y a des gens qui envoient des satellites dans l'espace, il y a des gens qui font les batteries du futur. Et je suis très content que pour des projets autour de l'IBMI, on ait été reconnu pour notre innovation et nos travaux de recherche. Voilà très rapidement la présentation d'IGETIT. Une dernière remarque. Tous les ans, on gère un événement international sur la sécurité des IBMI. Ça s'appelle Security. L'édition de 2026 aura lieu les 9 et 10 septembre. C'est toujours à Montpellier. Et là, on mettra un focus sur la partie intelligence artificielle et Bob notamment pour la partie sécurité, mais pas que. Les invitations vont partir dans les jours qui viennent. C'est Noman qui est avec nous là, qui est en charge d'envoyer les emailing donc dans les jours qui viennent. Très bien. Donc voilà pour la partie introduction. Je pense que tout le monde est là. Je vois qu'on est bien nombreux, donc je vous remercie une nouvelle fois de participer à ce webinaire. Alors, pour qu'on soit bien clair, hein, j'aime bien commencer par les enjeux de la sécurité et de la traçabilité sur IBMI pour savoir de quoi on parle. Vous savez bien sûr que les applications IBMI, l'organisation de l'IBMI est bâtie sur des principes qui datent souvent des années 90. À une époque, on avait peu ou pas de réseau, on n'avait pas d'internet, pas de hackers, pas de ransomware. Mais nos IBMI sont quand même souvent autour de 100% du business de l'entreprise. Pour la compta, pour les stocks, pour la gestion commerciale, pour la production, enfin chacun en fonction bien sûr de son métier.
va pouvoir se retrouver à ce niveau-là. Donc, on a 100% du business de l'entreprise ou une grosse partie du business de l'entreprise qui passe sur ces IBMI, dont la sécurité est bâtie sur des principes des années 90. Ils sont critiques, mais ils n'ont pas un niveau de sécurité adapté. Et je sais à peu près de quoi je parle, puisque je vous ai dit que j'avais conduit l'audit sur plus de 350 partitions IBMI. Et ces IBMI sont souvent exclus des logiciels qui gèrent la sécurité du réseau. On appelle ça souvent des SIEM. Et s'il y a des SIEM dans votre entreprise, vous devez savoir que l'IBMI, il est très probablement exclu de ces SIEM, ou quand ils reçoivent des données, ils ne savent pas quoi en faire. La traçabilité, donc vous savez que c'est la conservation des historiques des événements, des actions qui se sont produites au niveau des événements ou au niveau des données. Et la traçabilité est au cœur des réglementations qui impactent les entreprises d'importance vitale, ce qu'on appelle les OIV, les entreprises du domaine financier, les banques, les assurances, etc. Tout ce beau monde étant contraint soit par la norme NIS2, soit par la norme DORA, et de toute façon, tout le monde est contraint par le RGPD. Et toutes ces normes impliquent forcément sur la traçabilité. Donc là, j'ai extrait quelques diapositives de webinaires qu'on a organisés par Maître Cathy Rosalie Joly, avocate spécialisée de ces domaines. Donc elle était notamment intervenue avec moi à Sécurité l'année dernière. Et vous voyez qu'à chaque fois, la norme NIS2, ça c'est pour les entreprises qui sont importantes, hein, pour les organismes d'intérêt vitaux, ce qu'on appelle les OIV. À chaque fois, vous voyez apparaître le terme de SIEM, hein, pour Security Information Event Management. Vous devez donc avoir un SIEM en place pour protéger vos principaux serveurs. Et on a bien vu que l'IBMI est très souvent le premier serveur à protéger avec les SIEM, et il est bien souvent le dernier, voire pas protégé du tout. Donc ça, c'est la première chose pour les entreprises d'intérêt vital, donc qui sont NIS 2. Oui, voilà. On a la même chose, pardon, pour Dora. Alors j'ai mis en rouge, hein, ce qui est important pour Dora. Et qui concerne directement la sécurité des IBMI, mais notamment dans la partie gestion des risques informatiques. Hein. On a détection, réponse et rétablissement. Comment vous allez pouvoir faire ça si vous n'avez pas de traçabilité? Processus de gestion des incidents liés à l'informatique, comment vous allez pouvoir les gérer si vous n'avez pas de traçabilité? Comment vous allez pouvoir faire de la notification des incidents majeurs si vous n'avez pas mis en place de la traçabilité? Donc, vous voyez que cette notion de traçabilité, elle est essentielle. Alors, je ne voudrais pas être désagréable, et vous avez la dernière colonne qui vous rappelle les sanctions que vous pourriez avoir si vous n'étiez pas capable, par exemple, sous 24 heures, d'avoir notifié, enfin 24 heures pour avoir la connaissance chez vous et 72 heures pour les avoir notifiés. Donc, comment vous pourriez notifier un incident si vous n'avez pas de la traçabilité sur ce qui s'est passé? Voilà, donc selon que vous soyez NIS 2, DORA ou autre, hein, vous êtes contraint par l'ANSSI, la CNIL, la CPR, etc. Vous savez de quoi je parle. Bien. Autre problématique aussi que j'observe quand je fais mes audits de sécurité, ou quand je veux faire évoluer les politiques de sécurité de l'entreprise, notamment les problématiques de mots de passe. Si on veut avoir des mots de passe un peu sérieux, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place une politique de mots de passe sur 128 caractères si vous ne savez pas qui se connecte en automatique à votre IBMI, hein,
via ce que j'appelle les comptes de service. Des automates qui viennent la nuit faire du SQL pour récupérer un ODBC ou JDBC, des informations pour aller mettre à jour un data warehouse. Pareil pour le FTP. Pareil pour les web services. Si vous ne savez pas où est enregistré le mot de passe associé à ces comptes de service. D'autant que ces comptes de service, quand je vérifie, ils sont souvent en l'OBJ. Pour qu'on soit tranquille, pour qu'il n'y ait pas de souci d'accès aux données, on leur donne plein pouvoir. Donc j'insiste beaucoup pour cette notion de maîtrise des comptes de service. Et si vous n'avez pas de traçabilité, vous allez avoir beaucoup de mal à savoir qui se connecte à votre IBMI, parce que ça fait 20 ou 30 ans qu'il y a des connexions qui se font, je répète, en SQL ou DBC, JDBC, en FTP, en web service, etc. Donc, seule la traçabilité vous permet d'y voir clair. Alors, c'est bien parce que l'IBMI permet de tracer plein de choses. Il peut être très bavard, à condition qu'on sache l'écouter. Parce que les traces qu'il produit sont pas toujours très simples à retrouver. Il a tracé des choses, mais c'est où? C'est dans des spools, c'est dans des journaux, c'est dans des fichiers, on ne sait pas où c'est. C'est pas toujours simple à lire. Pour ceux qui vont s'amuser dans les journaux, il y a une partie des journaux qui est lisible et puis il y a une partie des journaux qui est spécifique à l'événement et c'est pas toujours très simple à lire. Et c'est même pas toujours très simple à configurer. Donc on se retrouve au bout du compte avec une machine qui peut nous dire beaucoup de choses, mais soit on l'a pas configuré, soit on ne sait pas lire ce qu'il nous produit, soit on le supprime tous les jours, et c'est souvent le cas avec les récepteurs de journaux, parce que ça prend beaucoup de place. Donc tous les jours, on supprime les informations de traçabilité qui pourraient nous être utiles. Voilà à peu près le contexte. Alors, strict, c'est un peu le fantasme de l'auditeur de sécurité, c'est-à-dire avoir de la traçabilité qui nous explique ce qui se passe. Il y a tout un tas d'événements qui sont produits dans votre IBMI et vous n'avez aucune idée qu'il y a ces événements qui arrivent dans votre IBMI parce que l'IBMI, il n'est pas trop mal fait, il les rejette. Mais ça pourrait être très intéressant pour la globalité de votre réseau de savoir qu'il y a des événements un peu bizarres qui se produisent. Parce que ça va vous permettre de protéger le réseau. Et ça m'est arrivé pour plusieurs de mes clients, chez qui on a pu être les premiers à détecter des événements significatifs, alors que nos clients étaient très bien équipés au niveau de logiciels pour les protéger sous Windows. Et c'est strict dans l'IBMI qui est le premier à détecter des comportements anormaux. Parce que sur l'IBMI, on est quand même très strict. Si quelqu'un se trompe de mot de passe, ça doit remonter tout de suite. Si quelqu'un essaye de se connecter à un port qui n'est pas ouvert, c'est pas normal sur l'IBMI, alors que sur des serveurs Windows, on est un peu plus tolérant. Donc, l'idée de strict, c'est de mettre en place un logiciel qui va nous permettre de gérer la sécurité et la traçabilité de tout ce qui se passe sur IBMI. L'idée est la suivante. On a un certain nombre de sondes, nous on en a plusieurs dizaines, qui captent des informations, des événements, et qui qui vont être traités par notre système expert. Chaque événement est traité par le système expert qui va lui associer un niveau de risque. Alors, ce système expert, il s'appuie sur tout un tas de choses, notre compétence, notre expertise, et un gros historique. On va voir qu'on a ce que j'appelle un pot de miel. C'est un IBMI qui est sur Internet à 100% du temps, sans protection, pas de pare-feu.
Donc, il prend tout dans les dents. On va voir jusqu'à 100 000 attaques par jour. Et ça nous apporte énormément d'informations qui vont nourrir notre système expert. Tout ça, c'est pur IBMI. Tout ça, ça tourne dans votre IBMI. Comme je vous le disais tout à l'heure, la première chose qu'on fait souvent, c'est de supprimer les récepteurs de journaux parce qu'on n'a pas beaucoup de place sur des disques IBMI. Donc nous, on a pris le parti de tout envoyer sur un système qu'on appelle un dispatcher, qui est un système Windows ou Linux, qui va stocker dans un puits de données au format texte, au format déjà structuré. Donc ça prend beaucoup moins de place que les récepteurs de journaux de l'IBMI. Donc les informations qu'on stocke dans l'IBMI, c'est vraiment un faible volume et on peut sans souci garder 1, 2, 3 années d'historique. Ça va dépendre bien sûr de votre politique sécurité. Ce qui est important aussi, c'est que notre puits de données, il est doté d'une interface graphique qui va nous permettre de voir, d'analyser tout ce qui se passe dans notre ou dans nos IBMI. Et tout ça de manière graphique, je le répète. Notre dispatcher va pouvoir remonter des alertes. C'est-à-dire que si on a un événement grave, pour notre système expert, on a vu qu'il va définir un niveau de risque pour chaque événement. Pour notre système expert, les événements graves commencent à la gravité de 80. Tous les événements qui ont un niveau de risque supérieur ou égal à 80, sur une échelle de 0 à 99, tout ce qui est supérieur à 80 est considéré comme grave. Donc, notre dispatcher va pouvoir faire remonter des alertes. Et quand on regarde ce que fait un SIEM, eh bien, on voit que c'est exactement ce que fait Strict. Un SIEM, ça va nous permettre de collecter des informations. Un SIEM, ça va nous permettre d'analyser le risque de chaque événement qui s'est produit. Un SIEM, ça va nous permettre de stocker de l'information et de les analyser de manière graphique. Graphique ou pas d'ailleurs, on a des SIEM qui ne sont pas en mode graphique, mais nous, bien sûr, on est en mode graphique. Et un SIEM, ça va nous permettre de faire remonter des alertes. Donc, on a avec Strict un SIEM à part entière pour l'IBMI. Mais on va aussi pouvoir communiquer avec le SIEM de l'entreprise si vous en avez un. Et ce qui est intéressant dans notre organisation, c'est que le SIEM de l'entreprise, en général, les admins IBMI, ils y ont pas droit. Ils n'ont pas droit de voir ce qui se passe. C'est souvent un SOC, Security Operation Center, qui va traiter ces événements. Il est interne ou il est externe, mais je répète souvent, les admins IBMI n'y ont pas accès. Et ce qui est intéressant, c'est que notre puits de données local, avec son interface graphique, est toujours à disposition des admins IBMI ou du RSSI local d'ailleurs, hein, même si le SOC il est traité en externe, le RSSI local est capable de voir les informations, les événements qui sont dans notre puits de données. Donc on voit que Strict peut être traité à la fois comme un SIEM indépendant ou peut transmettre des informations à un niveau supérieur si jamais vous avez un SIEM pour l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que les informations vont remonter avec un commentaire. Donc le SIEM va être capable de les traiter, le SOC va être capable de les traiter et de les comprendre. Et si vous l'avez autorisé, le SOC va pouvoir venir dans notre puits de données local avec notre interface graphique locale pour comprendre ce qui s'est passé s'il y a un événement un peu particulier. Donc voilà l'organisation de Strict. Très souvent, on a des organisations avec plusieurs IBMI, soit parce que vous avez, vous, dans votre entreprise, plusieurs IBMI, soit parce que vous êtes un MSP, un hébergeur, et que vous allez pouvoir gérer les IBMI de plusieurs de vos clients.
Et auquel cas, vous allez avoir un seul dispatcher qui va traiter les informations qui proviennent de X IBMI. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était bien impliqué sur le côté intelligence artificielle. On est en train de travailler sur une intelligence artificielle locale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les données remontent dans le cloud, vous l'imaginez bien. Donc, une intelligence artificielle locale qui est capable de faire de la corrélation entre événements, entre IBMI, etc. Donc ça, c'est vraiment la tendance. Et les résultats de nos premières analyses locales sont vraiment satisfaisantes. Donc ça, c'est pour nos prochaines versions. Donc voilà l'architecture que l'on a mise en place pour Strict. Donc vous voyez quelque chose qui est dédié IBMI, mais qui peut communiquer avec le reste du monde si jamais vous avez une infrastructure qui le permet. Alors, je ne vais pas faire le détail de toutes les sondes. Les sondes que j'aime bien en termes de sécurité, c'est les sondes sur les erreurs de mots de passe, sur les tentatives de violation d'accès, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui essaye d'accéder à un fichier alors qu'il n'y a pas droit. Ça, vous le voyez difficilement remonter hein, si vous ne faites pas une analyse quotidienne de votre journal d'audit. Mais là, vous allez voir que quelqu'un a essayé d'accéder au fichier client, de faire un SQL sur le fichier client alors qu'il n'avait pas droit. Voilà. Ou de modifier le RIB alors qu'il n'avait pas droit. Les connexions socket aussi, c'est assez intéressant. C'est-à-dire quelqu'un qui essaye d'accéder à un port IP inexistant. Et ça peut être le symptôme de quelqu'un qui essaye de découvrir l'architecture du réseau. Il essaye de voir quels sont les ports qui sont ouverts sur quel système. Et aujourd'hui, ils font ce que j'appelle de la découverte à bas bruit, de manière à ne pas déclencher les logiciels qui analysent le comportement sur le réseau. Et nous, il suffit d'une seule tentative pour qu'on fasse remonter quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas de seuil de tolérance. Quelqu'un qui essaye d'accéder au port 80, le port du web, sur l'IBMI, alors qu'il n'y a pas de web sur l'IBMI, tout de suite, ça nous fait remonter quelque chose d'important. Voilà. On a aussi tout un tas d'autres sondes qui concernent notamment SST, etc., qui se connectent à SST. Moi, j'aime bien aussi regarder la sonde IDS. Hein, pour nous, c'est la tentative d'intrusion. Donc, il y a une sonde qui permet d'analyser les tentatives d'intrusion dans l'IBMI. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette tentative d'intrusion peut générer beaucoup de faux positifs. Par exemple, vous avez un serveur qui vient lire les données de l'IBMI dans l'IFS toutes les 5 minutes ou faire du FTP toutes les demi-heures. Ça va déclencher l'IDS. Et nous, on a mis en place la gestion des faux positifs qui permet de ne pas être noyé par toutes les alertes qui remonteraient de cette sonde pour tout ce qui est faux positif. Un faux positif, on le connaît bien depuis le Covid, c'est on vous dit qu'il y a un problème mais vous n'en avez pas. Ben là, c'est le cas. Et nous, on est capable d'ignorer tous ces faux positifs, ce qui fait qu'on n'a vraiment que les événements significatifs qui remontent par cette sonde de détection d'intrusion. On va travailler par exemple avec quelques points d'exit, notamment pour avoir tous les SQL en ODBC, JDBC, si ça vous intéresse. Tous les accès à l'IFS, tous les accès FTP. Voilà. Autre sonde intéressante aussi, ce qui nous permet de voir ce qui se passe sur certaines colonnes de la base de données. Je pense à tout ce qui est RIB ou équivalent. Qui nous permet de savoir s'il y a des modifications du RIB et qui c'est qui les a modifiées. Ça m'est arrivé dans mes audits qu'on me dise ah ouais l'expert comptable non il est plus là
Il a un peu joué avec enfin, les IBAN ou les RIB. Et il a modifié les IBAN, il y a eu des virements, puis il a remis l'ancien IBAN. Et tout ça, ça n'a pas pu être tracé par l'application parce qu'il a fait directement un SQL, en ODBC ou en JDBC. Mais nous, on va tracer ce genre de choses. Et ça, c'est important. Bien. Voilà, si vous avez par exemple le produit de Guy Marmora, que vous connaissez probablement de ex-Sidasoft Precisely aujourd'hui, la sonde Assure Security, on sait se coupler avec cette sonde, ce qui permet d'intégrer les données qui remontent de ces sondes dans notre puits de données, dans un environnement graphique. Voilà, voilà quelques sondes qui existent. Hein. Donc vous avez bien compris que notre système expert, il se nourrissait notamment de notre puits de données, hein, jusqu'à 100 000 attaques par jour. Alors au début, on en avait 30 000, puis j'avais mis 50 000. Puis là, il y a quelques journées, on a eu 100 000 attaques. Ils se sont engagés contre notre IBMI, j'imagine, de ne pas pouvoir rentrer. Ils ont mis le paquet, puis ils n'ont pas pu. Alors ça, c'est important pour nous d'abord pour dire, bah oui, l'IBMI, c'est une machine sûre si elle est correctement configurée. Puisque 100 000 attaques par jour, je pense que ça commence à être significatif. Ça veut dire aussi qu'on sait a priori configurer un IBMI pour que quelqu'un ne puisse pas rentrer par défaut dans nos IBMI. Et puis 100 000 attaques par jour, ça veut dire que notre système il est résilient. Hein. Je voulais voir si Strict était capable d'ingurgiter cette volumétrie de données. Bien. Alors, la configuration de nos sondes se fait tout en graphique. Hein. Tout est en graphique chez nous. Je vais me connecter sur cette machine. Je me connecte avec un profil IBMI, bien sûr. Hein. On voit qu'elle est compatible V7R6 MFA. Hein, on a ajouté le facteur additionnel pour ceux qui connaissent. Donc là aussi, si vous avez des projets de MFA, on est à votre disposition. Voilà, donc tout est en graphique, c'est développé en C#. Alors, il y a une énorme volumétrie, ce qui fait que des fois, il y a un tout petit peu de souci de temps de réponse parce qu'on veut garder toutes les informations. Donc, tout ça, c'est développé avec le connecteur NTI d'Omerial et tout est fait en C#. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'exemple d'une sonde, de configuration d'une sonde. Je vais prendre la sonde IM, par exemple, où je voudrais... Alors, IM, c'est l'IDS dont je vous parlais tout à l'heure, hein, la sonde qui permet de voir les tentatives d'intrusion. Et admettons que vous vouliez générer une exception, c'est ce que j'appelle un faux positif. Donc, vous avez un faux positif. Alors, je vais voir, les données sont dans le récepteur de journal. Je veux voir que le dernier récepteur de journal. Généralement, c'est significatif. Voilà. Donc, c'est toutes les attaques qu'on a eues dans le dernier récepteur de journal. Donc, c'est dans peut-être la dernière heure ou la dernière demi-heure. Donc, on a des attaques de scan de port, de l'Axtorm, du Resprot, etc. Bon. Et là, vous dites, ah mais ça, cette machine, elle fait partie de mon réseau. C'est pas une attaque, c'est un faux positif. Donc, je vais dire, tout ce qui provient de cette adresse IP, de ce port ou de tous les ports, ça c'est vous qui choisissez, ça c'est mon adresse IP locale, elle attaque le port 80, ah, donc ça c'est quelqu'un qui a, vous voyez, fait un scan de port, qui a essayé de se connecter sur le port 80, alors que le port 80, il n'existe pas sur cet IBMI. Donc je valide et j'ai de cette manière défini un faux positif. Vous voyez que c'est en graphique, c'est extrêmement simple. Là, c'était sur du FTP. Ils ont essayé de faire je ne sais quoi sur du 21, sur du FTP. Là, je vois qu'ils ont essayé d'attaquer le port 0.
Hein, le port 0, il n'existe pas. Donc à chaque fois, vous voyez, c'est du rest prot. Donc je l'ai bien ici. Donc, ce qui me permet, vous voyez, en graphique, de définir les faux positifs. Tout est configuré de cette manière pour que ce soit le plus simple possible. Bon. Mais ça, la configuration, on le fait rarement. Donc, à la limite, vous aurez peu ou pas à le faire, hein, mais voilà, c'est pour vous montrer le principe de cette configuration. Bon, je répète, hein, vous n'aurez pas souvent à y venir, mais c'est quand même important à le signaler. Désolé pour les fans de l'écran vert, j'en vois quelques-uns là qui sont des grands fanats de l'écran vert. Bah, il faudra vous mettre à l'interface graphique. Bien. Ensuite, les données du pot de miel. Donc, on est bien d'accord, l'interface que l'on vient de voir, c'est uniquement l'interface de configuration de strict. Quelles sont les sondes qu'on veut activer, quels sont les faux positifs, comment je vais me connecter au SIEM externe, si j'ai un SIEM externe, etc. Mais ça, c'est que la partie configuration, donc on y vient normalement très rarement. Ce que l'on voit maintenant, c'est les données du puits de données. C'est là-dedans qu'on voit tous les événements que l'on a configurés à partir de l'interface précédente. Donc là, je vois par exemple que j'ai 4 560 000 violations de mots de passe. C'est-à-dire des personnes qui ont essayé de se connecter, tout protocole confondu, avec de mauvais mots de passe. Là, c'est la tentative d'intrusion, j'en ai 80 000. Donc là, j'en ai assez peu aujourd'hui, ils sont assez calmes aujourd'hui. J'en ai que 1000 et quelques, 2000 hein, depuis ce matin. Je vois qu'il y a des moments où ils ont été un peu plus violents. Là, j'en ai 16 000 hein, pour le 19 février, 16 000. 7000, bon, j'en ai quelques dizaines de milliers là, le 19 février. Alors, dans les derniers événements, je vois ici un événement. J'ai quelqu'un qui a essayé de se connecter avec le profil admin. D'accord? Et je n'ai pas de profil admin dans mon IBMI. Et vous comprenez pourquoi? Parce que les profils admin, ça fait partie des profils les plus utilisés pour les attaques. Donc, mon système expert, il a mis un niveau de risque 99. Hein, c'est les risques les plus élevés. La remote IP, c'est celle-ci. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je vais revenir là et je vais chercher par adresse IP pour voir cette adresse IP si elle m'a embêté. Ah, elle m'a embêté que 7 fois aujourd'hui et elle a fait que des tentatives avec des mauvais mots de passe. Alors, elle a utilisé les profils suivants. Enfin, cette adresse IP a essayé de se connecter en user, en route, et on va voir que route, c'est le plus embêtant, admin, test et support. Comme par hasard, hein, ça fait partie des profils les plus utilisés dans les tentatives. Alors, tout ça s'est passé à 11h20, 11h22. Voilà, donc ça, c'est les connexions qui sont en cours. Là, il est en train d'attaquer le système. Hein, la dernière est à 11h25 et puis je vois qu'on est à 11h36. Vous voyez, c'est assez récent. Si j'avais pas mis en place ces sondes, je n'aurais rien vu, puisque mauvais mot de passe, c'est rejeté. Vous avez éventuellement quelque chose qui est mis dans un audit quelconque si vous l'avez mis en place, mais vous ne verrez rien donc du 6 OPR. Donc ça, c'est important.
Et le système expert, il est capable de faire la différence entre une attaque sérieuse, c'est-à-dire une connexion en route, par exemple, ou en admin, et puis Ginette de la compta ou Raoul des stocks qui revient après un mois de congé et qui a oublié son mot de passe. Le niveau de gravité ne sera pas le même. Dans un cas, on a vu, ça sera à 99, dans l'autre cas, ça sera juste un warning. Voilà. Donc, vous voyez un peu la philosophie de notre logiciel. Donc, on a regardé déjà les dernières attaques en cours. Hein. On peut aller voir un ensemble de tableaux de bord. Alors là, ce sont des tableaux de bord, bien sûr, qui sont configurés comme pour mon puits de données, pour mon pot de miel, pardon, enfin mon puits de données qui est associé au pot de miel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, par exemple, les profils les plus utilisés dans les attaques. Route, il est utilisé dans 81% des attaques. Je vous déconseille formellement dans l'IBMI d'avoir un profil nommé route. Je vous déconseille d'avoir un profil admin, user, etc. Test. Je ne serais pas étonné que chez vous, il y ait encore des profils test, des profils guest, des profils FTP user ou FTP. Il n'en faut pas. Je ne compte plus le nombre d'audits où j'ai constaté qu'il y avait des profils utilisateurs qui ont un mot de passe par défaut, c'est-à-dire un mot de passe qui est identique au profil. Profil test, mot de passe test. Vous vous dites, pas de ça chez moi. On me dit toujours ça dans les audits. Je dis, vous avez des mots de passe identiques au profil. Non, vous plaisantez. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait des audits avec 400 mots de passe, enfin, identiques au profil. 400 profils qui avaient un mot de passe par défaut. Et on m'avait juré que non, il n'y en avait pas. Bon, peut-être un, mais par accident. Bon, ça, c'est une petite remarque. Hein. Mais donc, tous ces profils-là, il faut absolument que vous n'ayez pas un profil avec ce nom-là, et surtout pas un profil avec un mot de passe identique. Parce que c'est gravissime. Hein, le FTP, le user, voilà. Dev, user 1, test user. Je suis sûr que si vous cherchez bien, vous allez en trouver. FTP, voilà. Vous comprenez que c'est les premiers profils qui vont être utilisés pour les attaques. Ce qui se passe en ce moment au niveau des attaques, c'est que souvent il y a une machine qui est en main des attaquants, et c'est à partir de cette machine qu'il va y avoir une découverte du réseau à bas bruit, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de bruit, ils font des petites tentatives de connexion, ils essayent un port, ils essayent de se connecter avec tel profil, ils vont faire un telnet, ils vont faire un telnet avec test, route. Ça ne marche pas, hop, ils passent à autre chose. Et c'est là qu'il faut les attraper. Parce que si vous les attrapez à ce moment-là, ils n'ont pas encore fait de dégâts sur votre réseau. Et c'est là que Strict est essentiel, tout du moins pour ses aspects sécurité. On a vu qu'il y avait des aspects traçabilité importants. Là, on parlait de l'aspect sécurité proprement dit. Alors, des tableaux de bord, on en a beaucoup. Je ne vais pas tous vous les détailler. En plus, cette interface, elle est bâtie sur Grafana, si vous connaissez. Donc, vous pouvez vous monter vos propres tableaux de bord. Donc, il y en a une grande quantité. Je ne vais pas tous vous les montrer. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté explore, parce qu'on est capable, en SQL, d'analyser ce qui a pu se passer. Pardon, code. Voilà.
Donc, select, par exemple, étoile, je sais qu'il ne faut pas le faire, mais from. Alors, je voudrais voir tous les SQL. Pardon. Je voudrais voir tous les SQL qui ont été tapés. Donc, j'ai une table SQL détail. Je vais faire un limite 50 parce que j'en ai des milliers et je pourrais ramener que les colonnes qui m'intéressent. C'est-à-dire, je vais ramener quoi? Le username. Je vais ramener le SQL détail. Donc, c'est-à-dire, voilà, hop, là voilà, la requête SQL. Run query. Donc, vous voyez que ça répond bien. Hein, c'est extrêmement rapide et pourtant, on a beaucoup d'enregistrements. Et j'ai tous les SQL qui ont été tapés par ces profils d'utilisateurs. Bon, ça me rassure ce que mes collaborateurs. On pourrait bien sûr faire un SQL sur rechercher une table en particulier. Qui c'est qui a fait du SQL sur la table des clients, sur la table des produits, la table de je ne sais quoi, des comptes si vous êtes un organisme bancaire, etc., etc. Donc ça permet après coup de faire de l'audit ou de voir tout ce qu'a fait un profil d'utilisateur. Hein. On a des tableaux de bord où on met un profil d'utilisateur et on voit tout ce qu'il a fait dans les connexions, comment il s'est connecté, dans les requêtes SQL, dans le FTP. Donc, à partir du moment où on a un événement un peu douteux, on va partir de l'adresse IP, on va voir tout ce qui a été fait par cette adresse IP, on va partir du profil d'utilisateur, on va voir tout ce qui a été fait par ce profil d'utilisateur. Et ça nous donne beaucoup d'informations. Et vous comprenez que si jamais vous avez un incident que vous devez déclarer à la CNIL ou à un autre organisme, à la CPR ou je ne sais quoi, en fonction de votre organisme de contrôle, en fonction de si vous êtes NIS 2, DORA, RGPD, bien ça va vous permettre d'apporter des informations à l'événement que vous êtes obligé de documenter. Sinon, vous êtes perdu. Comment vous allez faire si vous n'avez pas de la traçabilité pour dire à la CPR qu'il y a eu un incident et que tel profil d'utilisateur, il a fait telle chose et telle chose? Là, vous allez pouvoir visualiser les authority failures, c'est-à-dire les tentatives d'accès à un objet, quand est-ce qu'il s'est connecté, quels sont les SQL qu'il a fait, etc., etc. Donc ça paraît essentiel, ne serait-ce que dans le cadre de ces réglementations. Hein, c'est essentiel d'avoir de la traçabilité. Puis après, il y a la sécurité en général. Savoir qu'est-ce qui se passe sur votre machine, quelles sont les tentatives de connexion abusives, quelles sont à partir de quelle adresse IP ça s'est produit, qui c'est qui s'est connecté la nuit à 2 heures du matin pour faire du FTP. Ça vous permet si on parle du FTP à 2 heures du matin, d'avoir de la visibilité sur tous les comptes de services que j'évoquais tout à l'heure. Souvent, je regarde un profil utilisateur et je vois qu'il est au LOBJ et on me dit « Ah ouais, non, mais ça, c'est l'ancien directeur informatique, on ne sait pas ce qu'il fait, alors on l'a gardé actif, on n'a pas changé son mot de passe, qui est le même depuis 25 ans et on a de la chance si ce n'est pas le même que le profil. Et on ne sait pas ce qu'il fait. Avec ça, vous avez la possibilité de comprendre, d'avoir ce que j'appelle la maîtrise du compte de service. Et à partir de ce moment-là, vous voyez que ce profil, il est utilisé pour les travaux batch la nuit, ok. Donc là, il n'y a pas de mot de passe, hein, c'est un travail planifié, il n'y a pas de souci. Ou vous voyez qu'il est utilisé pour du SQL en JDBC.
où vous voyez qu'il est utilisé pour du FTP. Et du coup, vous avez l'adresse IP. Et puisque vous avez l'adresse IP, vous savez où il faut aller. Et ça va être, c'est très important pour augmenter le niveau de sécurité de vos mots de passe. Vous savez que dans les niveaux de mots de passe, en gros, il y a trois familles de niveaux. Vous avez un mot de passe limité à 10 caractères non sensible à la casse. Vous avez un mot de passe, ça c'était les niveaux 0, 1 de la valeur système que Password Level, où vous avez un niveau 2 ou 3, où là vous avez un mot de passe sur 128, sensible à la casse, etc. Et depuis la V7R5, on a un nouveau niveau qui est 4, qui permet d'avoir un encodage qui est très fort. On va parler de post-quantique, c'est-à-dire que quelqu'un qui récupérerait le hash du mot de passe ne pourrait pas le casser facilement. Et alors ça, c'est important parce que c'est un niveau de mot de passe qu'on est obligé d'avoir si on veut mettre en place le MFA. Alors, je vois une question. Des fois, le résultat de la requête exécutée vient avec des points d'interrogation. Oui. Oui. Donc ça c'est normal. On l'a ici, hein, on le voit avec des points d'interrogation sur cette requête, c'est quand on a des paramètres qui sont passés. Et dans la plupart des cas, on va récupérer des points d'interrogation. Si on veut voir les vraies valeurs, enfin on pourra en parler après, il y a un moyen pour voir les vraies valeurs. On pourra en reparler, oui, Youssef, un peu plus tard si vous le souhaitez, pour voir comment récupérer les valeurs qui se cachent derrière ces points d'interrogation qu'on a ici. Très bien. Donc, je parlais de la traçabilité. J'ai fait une petite déviation. Oui, on en était au compte de service, hein, pour savoir tout ce qui se passe au niveau des comptes de service. Et je vous disais, il y a aussi la problématique, si on veut passer au niveau 4 du password level pour faire du MFA en V7R6. Et pour être en niveau 4, il va absolument falloir changer le mot de passe. On ne peut pas garder les vieux mots de passe, donc il faudra régénérer le nouveau mot de passe. Si vous ne savez pas où est enregistré le mot de passe sur quelle machine et pour quel profil, ben vous pourrez pas le faire. Et ça, c'est problématique. Voilà. Très bien. Pour cette interface graphique, alors je ne vais pas vous assommer avec tous les tableaux de bord possibles, mais vous avez bien compris qu'on a énormément de choses. Très simple à utiliser. Bon, même si on a l'habitude de l'écran vert, normalement, on arrive assez facilement, bien sûr, à se mettre dans cette interface. On a parlé de la maîtrise des comptes de service. Vous avez compris pourquoi c'était important pour moi. Si vous avez quelques questions, hein, j'ai à peu près fini ma présentation. Si je reviens à mon PowerPoint, j'ai parlé du dispatcher. Alors, pour communiquer avec les SIEM, on communique avec un langage qui est connu de la plupart des SIEM qui s'appelle syslog. Hein, c'est le langage standard. On sait aussi communiquer en web service, mais c'est le syslog qui est le plus souvent demandé. Donc, on travaille beaucoup avec Microsoft Sentinel, c'est un des standards. Bien sûr, avec IBM QRadar, qui est le SIEM utilisé dans le monde de IBM, Splunk. Voilà à peu près pour les principaux SIEM. Si vous avez des questions sur les SIEM, si on les supporte, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà pour cette partie. Alors, je dis souvent qu'on est un SIEM avec un petit i, hein, le petit i de l'IBMI, je dis ça avec malice.
Voilà, je vous ai présenté l'interface graphique. Voilà pour cette partie-là. Alors, on a souvent des questions, donc j'ai voulu garder un tout petit peu de temps à la fin pour que vous puissiez poser des questions. Bien sûr, on peut en reparler en face à face après. N'hésitez pas à me recontacter, à m'envoyer un mail. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la conversation. Ça sera avec plaisir. Pas de questions, ça veut dire soit vous avez dormi, soit j'ai été parfaitement clair. Je ne peux pas imaginer d'avoir été parfaitement clair. Il y avait une question là, Dominique. Alors, sur votre système pot de miel, avez-vous eu des attaques de type ransomware? Non. Personne n'est rentré dans l'IFS parce qu'en fait, les ransomware attaquent surtout l'IFS. Donc ça, c'est la partie qui est importante de protéger. Ne pas utiliser dans NetServer le compte par défaut. On peut avoir un compte invité dans NetServer. Il ne faut surtout pas mettre NetServer. Et on a, avec c'est apparu avec la V7R4, si je dis pas la bêtise, si je dis pas de bêtises, on peut mettre, non V7R5, je crois, V7R5, on peut mettre une liste d'autorisation pour protéger les partages. Donc, on se retrouve avec un partage qui a 3 niveaux de sécurité. Premier niveau de sécurité, quand on crée le partage, on peut le mettre en read-only, ce que je conseille vivement. Et on ne met en read and write, c'est-à-dire avec écriture possible, que des partages qui ne sont pas sensibles, c'est-à-dire que des partages où on peut récupérer l'information. C'est-à-dire, par exemple, une application qui va créer un CSV et qui va le mettre dans ce partage. Eh bien, il faut qu'on puisse relancer cette application pour recréer le CSV. Bien sûr, on ne va pas mettre un CSV critique, par exemple la liste des clients, les tarifs, je ne sais quoi, des informations contraintes par le RGPD. On ne va pas les mettre dans ces partages qui pourraient être lus et donc récupérés et être mis dans le dark web. Ensuite, donc ça c'est le premier niveau. Chaque fois que c'est possible, partager en read only. Deuxième niveau, la sécurité de l'IFS, c'est-à-dire que il faut que toute personne soit d'abord authentifiée et que tout le monde n'ait pas un accès en RWX pour les données, c'est-à-dire la possibilité de lire et de modifier les données. Donc, il faut que vos partages aient un niveau de sécurité correct pour que n'importe qui ne puisse pas faire n'importe quoi, hein, que ce ne soit pas ce que j'appelle open bar. Troisième niveau, et ça c'est intéressant, c'est ce que j'évoquais à partir de la V7R5, avoir une liste d'autorisation qui contraint, en fonction des droits qu'on a dans la liste d'autorisation, qui contraint et qui permet d'avoir que de la lecture pour certains profils et de l'écriture que pour une petite partie, et enfin, toutes les autres personnes n'auraient pas accès. Donc, il faut passer au travers de ces 3 filtres pour pouvoir faire l'action qu'on veut faire sur les dossiers documents de l'IFS. Donc, vous avez bien compris que le but, c'est d'abord d'avoir un minimum de personnes, de profils qui ont un accès en écriture sur un dossier partagé. Pour que le ransomware puisse agir sur cette partie de l'IFS, il faut qu'il ait un accès en écriture. Damien, est-ce que c'est clair? Bon, j'ai pas de réponse, mais dans tous les cas, oui, dans tous les cas, nous, on n'a pas été embêtés par les ransomware. Voilà. Bon, on n'a que quelques partages et qui sont correctement protégés.
On a quand même mis quelques partages, on est joueurs, pour voir ce que ça donne. Hein, c'est-à-dire que notre pot de miel n'a de sens que s'il y a quand même quelques protocoles ouverts, notamment on a mis SSH. SSH qui est le protocole le plus attaqué. Et il faut vraiment être joueur pour mettre du SSH. Plus que le partage de fichiers Windows. Hein. On est plus embêté avec SSH qu'avec la partie net server, hein, partage de fichiers. Et si on regarde bien, si on vient ici, je vois il y a des attaques qui sont arrivées depuis là. Il y a des attaques, là c'est un admin, je ne sais pas si c'est la même que tout à l'heure. Est-ce que j'ai le port? Voilà, ça c'est du SSH. Hein. Voilà. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est du SSH. J'en ai plusieurs, je ne sais pas si c'est le même à chaque fois. Là, c'était le profil user. C'est peut-être l'attaque qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Voilà, là, c'était profil user. Et pareil, voilà, même protocole pour moi. Tout ça, c'est quelqu'un qui essaye de se connecter en SSH. Le dernier, il était à quelle heure 11h56. Oui, c'était il y a 2 minutes. Hein. Lui, c'était il y a 2 minutes. Et lui, c'était encore avec le profil admin. Le profil admin. Et puis cette adresse IP, elle n'est pas très propre. Hein. Une adresse IP en .0, c'est pas propre du tout. C'est pas propre, je ne sais pas s'il a beaucoup joué. Voilà, donc lui, il a fait que des PW. Et voilà, il a essayé avec Kim, bon, SSHD, donc vous voyez, il a essayé d'utiliser le profil SSHD, Oracle, Root, bon, voilà. Voilà les profils avec lesquels il a essayé de se connecter. Nikita, bien. Bon, la remote IP n'est pas propre. Hein. Donc, c'est étonnant que ce n'ait pas été d'ailleurs détecté par l'IDS. Voilà, les attaques de l'IDS qu'on a eues récemment. Voilà, ça par exemple, Production Stack, je ne serais pas étonné que ce soit avec l'adresse IP en .0. Non, non, c'était pas le cas. Ah mais regardez, les remote port 0, c'est pareil, c'est pas propre. Hein. Remote port 0, donc ça c'est des paquets mal formés, voilà. Ça c'est typiquement des paquets mal formés. Voilà, une autre question? Ben, écoutez, c'est parfait, midi, on est pile dans les délais. De toute façon, s'il y a des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit mail, je pense que vous avez tous mon mail, puisque vous avez reçu les invitations ou le mail de Noman. N'hésitez pas à revenir vers nous. Parfait, parfait. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci.